Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici nous parlerons dans un premier temps de Fire Sermon, le tome 1, Ils mourront ensemble de Francesca Haig aux éditions Hachette. Puis je vous parlerai de Maybe Not de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ensuite je vous donnerai mon avis sur Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Et pour finir, j'ai lu L'Héritière, donc la sélection, le tome 4 de Kira Cass aux éditions France Loisirs. On commence par Fire Sermon. Le monde a connu un grand feu nucléaire. Il s'est passé quelque chose d'atroce, une troisième guerre mondiale, on ne sait pas vraiment quoi. Ce grand feu nucléaire a provoqué pas mal de changements dans l'humanité. À chaque naissance, les femmes donnent la vie à des jumeaux, forcément. Il y a toujours deux bébés. L'un est parfait, c'est l'alpha. L'autre souffre de difformité. Alors ça peut être un bras manquant, une jambe manquante, un troisième œil au milieu de la tête, enfin bon. Et cet enfant malchanceux, c'est l'oméga. Dans cette société, les alphas sont considérés comme supérieurs aux omégas, puisque parfaits. On les élève tels quels, ils vont à l'école, ils vivent tout simplement comme tout un chacun. Les omégas, eux, sont rejetés par leur famille et placés dans des villages d'omégas, placés auprès d'un oncle pour qu'on s'en occupe, voilà. La particularité qu'il y a, c'est que alpha et oméga ont un lien très fort. Puisque si l'oméga meurt, l'alpha meurt. Inversement, si l'alpha meurt, l'oméga meurt. Le pitch de base est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé cette relation entre les deux personnes. Vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de gens mal intentionnés qui utilisent les omégas des alphas pour se débarrasser d'un alpha. Il y a des jeux de pouvoir. C'est vraiment super intéressant. Dans cette histoire, nous suivons un couple d'alpha d'oméga un peu particulier puisque Cass et Zach sont nés parfaits tous les deux. Il a fallu 13 ans avant qu'on puisse les dissocier. Et en fait, on apprend très vite que Cass est l'oméga, donc la fille est l'oméga. Et elle est particulière puisque c'est un oméga de 20. Donc ça ne se voit pas physiquement. C'est juste que mentalement, en fait, elle peut prédire des choses, elle voit des choses dans ses rêves, etc. Et donc on va suivre Cass, qui est l'héroïne de ce livre, à travers des aventures complètement horribles, que lui fait subir son alpha, que lui fait subir d'autres personnes. Enfin, l'histoire est passionnante, sauf que ce livre souffre d'énormes longueurs, d'énormes répétitions. C'était un petit peu longuet, néanmoins l'histoire est quand même plutôt prenante. On verra ce que le tome 2 réserve. En tout cas, ce tome 1 était prometteur. Il y a eu quelques défauts parce que Cass fait la rencontre d'un jeune garçon sur son chemin, un autre oméga qu'elle sauve, qui est amnésique, qui ne sait pas qui il est ou quoi. Et on apprend qui il est à la fin de ce bouquin forcément, sauf que moi je l'ai vu venir à 10 km. Donc niveau suspense il n'y en avait pas, mais c'était bien tourné. C'était bien tourné, c'était plutôt pas mal fait. On s'attache quand même aux personnages, qui sont mine de rien assez bien travaillés. Mais moi j'aurais voulu en savoir plus sur le grand feu, j'aurais voulu savoir plus de choses sur ce qui s'était passé avant, enfin bon bref, la base de la dystopie quoi. Mais je peux vous le recommander quand même, mais je vous dis qu'il y a pas mal de longueur, c'est quand même assez lourd par moment. Je continuerai, franchement j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Après j'ai continué avec un tout petit livre, Maybe Not de Colleen Hoover. Donc tout petit livre parce qu'il fait 146 pages. C'est le spin-off de Maybe Someday. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais Maybe Someday a été un énorme coup de cœur. Je vous mets ici mon avis en vidéo. Ici donc nous suivons les colocataires de Ridge.
Warren et Bridget. On en apprend un petit peu plus sur leur relation assez conflictuelle. Warren est un garçon assez particulier, Bridget est encore plus particulière puisqu'elle est juste infecte. Nous voyons toute la mise en place de leur relation amoureuse. C'était divertissant, mais après j'ai pas retrouvé vraiment ce qui m'avait plu dans Maybe Someday parce que Ridge et Sydney ne sont pas forcément très présents. Il y a quelques petites scènes qu'on avait déjà vues dans Maybe Someday qui sont revues, mais du point de vue de Warren. C'est pas essentiel, c'est pas indispensable, mais c'était bien quand même de retrouver un petit peu l'ambiance de Maybe Someday sans y être vraiment. Après, ce roman-là est beaucoup plus adulte que Maybe Someday, qui peut être lu, je pense, par des adolescents et tout. Là, la relation de Warren et Bridget est quand même beaucoup basée sur le sexe, donc beaucoup de scènes de fesses, quoi. Après, j'ai porté mon dévolu sur Journal de vampire en pyjama de Mathias Malzieu. J'avais envie d'autre chose. Je ne voulais plus une histoire, voilà. Et je me suis dit qu'un témoignage, une sorte de journal intime, pouvait être pas mal. Surtout que Mathias Malzieu, je le connais quand même pas mal dans son œuvre pour Dionysos. Je le connais aussi en livre, puisque j'ai déjà lu La mécanique du cœur, et maintenant qu'il est trop tard, qu'il fait toujours nuit, je ne sais plus. Et sa plume est assez particulière et je me demandais si j'allais la retrouver dans ce livre-là. Et alors, mais tout à fait. Donc ce n'est pas une histoire romancée, c'est sa vie, son vécu par rapport à une maladie qu'il a eue, qu'il a vaincue. Et en fait, on le suit du premier jour où il apprend qu'il a cette maladie, où il détecte les premiers symptômes, jusqu'au moment où il est censé l'avoir vaincu. C'est un récit hyper touchant, hyper bien écrit. Par contre, Mathias Malzieu a une particularité vraiment dans son écriture, c'est que chaque phrase est très très imagée. Il utilise énormément de comparaisons, donc ça fait un récit très poétique. C'est vraiment particulier, hein. Je recommande pas à tout le monde parce que je sais pas si tout le monde pourra aimer. Néanmoins, le sujet est quand même assez bouleversant. C'était une excellente lecture et qui fait prendre conscience de pas mal de choses. Quand je vous parlais des comparaisons qu'il y avait dans ce livre, je peux ouvrir n'importe quelle page, je pense. Je veux être ébloui à m'en cramer la rétine, je suis un vampire qui aime la lumière car le souvenir de mes sensations d'être humain n'a pas totalement disparu. Respirer l'odeur du vent avec ce goût de châtaigne et de feuilles mortes. Planter un stéthoscope dans les nuages pour écouter le bruit de la pluie qui se fabrique. Manger les derniers flocons de l'hiver à même le ciel. Voilà, je vous ai pris un passage complètement au hasard. Et vous voyez que sa plume est quand même extrêmement poétique, qu'il y a beaucoup de recherche, que beaucoup d'imagination dans son écriture. Et voilà, c'est un très beau livre sur un sujet qui n'est pas forcément très drôle, mais c'est jamais pessimiste, ça ne tombe jamais dans le pathos, vraiment il y a toujours de l'espoir, c'est beau. Et enfin j'ai terminé avec le tome 4 de la sélection L'héritière de Kiera Cass. Je ne savais pas trop si je devais me plonger dans cette deuxième partie, parce que j'ai lu la trilogie La sélection l'année dernière, j'avais enchaîné les 3 tomes. Et j'étais pas vraiment chaude pour continuer, pour me mettre du point de vue d'Edeline. Edeline, c'est la fille de Maxon. Maxon qui a fait sa propre sélection dans les 3 premiers tomes. Et donc Edeline est sa fille. Et il se passe pas mal de choses à Iléa, donc le pays que gouverne Maxon à présent. Et pour réussir un petit peu à divertir le peuple, pour ne pas qu'ils se plongent trop dans leurs problèmes, Maxon se dit que ce serait bien que Edeline fasse sa propre sélection et se trouve un mari pour gouverner le pays. Alors, le problème c'est que Edeline, elle, on lui avait dit toute sa vie, ne t'inquiète pas, on t'obligera pas à faire une sélection, tout ça a bien changé, on n'est pas comme nos parents.
Sauf que quand elle apprend qu'elle va devoir faire une sélection, ça l'enchante pas vraiment, hein, parce que Edeline, toute sa vie, on lui a dit tu vas régner, je vais t'apprendre à régner, tu vas être la femme la plus puissante du monde, tu as beaucoup de responsabilités, il faut que tu en aies conscience. Et elle, dans sa tête, eh ben, elle allait régner, mais elle allait régner seule, elle avait besoin de personne d'autre pour régner, puisque on l'avait formée, elle était apte à faire ça. Et là, il faut qu'elle fasse une sélection, c'est-à-dire inviter 35 garçons, et puis faire des petits speed dating, et puis tout ça sous les yeux du public. Donc ça l'enchante pas. Et puis finalement, elle comprend les enjeux, elle comprend qu'il faut qu'elle fasse plaisir à ses parents, tout simplement. Donc, elle va accepter de faire cette sélection. Et dans ce premier tome, donc, nous voyons apparaître les 35 candidats de cette sélection. J'ai été... je pensais pas que j'allais être si contente de retrouver cet univers-là, parce que la première trilogie avait été une hyper bonne lecture. C'est pourtant pas hyper recherché. America, l'héroïne, dans les 3 premiers tomes, m'insupportait comme c'était pas permis parce qu'il y avait une sorte de triangle amoureux qui me gonflait. Je comprenais rien à ses décisions, je comprenais pas ses choix. La phase précipite dans l'élu, enfin bon bref. Et pourtant j'avais adoré cette lecture. Je me suis replongée dans celui-là et pareil, bingo, ça a fait le même effet. J'ai lu ça en même pas 2 jours, j'étais plongée dedans et j'ai trouvé que c'était une super idée de refaire une sélection, mais du point de vue du sélectionneur. Parce qu'autant dans la première trilogie, on suivait une sélectionnée, donc une des 35 candidates, sauf qu'on se doute bien qu'elle va pas partir dès le premier livre, hein, parce que sinon il n'y a plus d'histoire. Donc là, par contre, il y a beaucoup plus de suspense, parce qu'on se dit... on se pose vraiment les questions de savoir est-ce que Edeline finalement va choisir un tel ou plutôt l'autre. Il y a cette réflexion, ce point d'interrogation qu'il n'y avait pas forcément dans l'autre. Alors j'ai entendu beaucoup de critiques comme quoi Edeline était juste insupportable, qu'elle était très prétentieuse, qu'elle était hautaine, que voilà, que du fait de se répéter tout le temps je suis la femme la plus puissante du monde était insupportable. Et ben moi j'ai pas trouvé. Je l'ai trouvée quand même assez attachante, pas forcément autoritaire. J'étais hyper heureuse de lire ce 4e tome et j'ai déjà lu le 5e tome parce que je voulais pas m'arrêter en si bon chemin. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous ai donné mon avis sur ces 4 livres. En commentaire, toujours pareil, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés si vous les avez lus. Peut-être vous ai-je donné envie d'en lire certains. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, qu'on puisse en discuter. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée, de bonnes lectures et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.